Nous allons parler des orthèses et les seniors, mais dans deux directions. D'une côté, les orthèses pour les arthroses, on domaine de l'arthrose. On va voir les différents types d'arthrose et comment ça fonctionne. Et également les orthèses dans les EHPAD, notamment pour le meilleur positionnement des résidents dans les EHPAD. Et on va en parler à quelqu'un qui connaît bien le sujet, qui est Philippe Isard, qui est orthoprothésiste et directeur du réseau France Protéor. Bonjour. Bonjour. Peut-être vous présenter, parce que votre parcours est intéressant pour savoir d'où on parle, et ensuite on parlera de ces deux sujets l'un après l'autre, s'il vous plaît. Eh bien, merci de me donner la possibilité de présenter un métier que beaucoup connaissent pas. Donc, orthoprothésiste, c'est d'abord la contraction d'orthèse et de prothèse. Les orthèses, schématiquement, c'est lié à une attelle qui va suppléer un membre. Donc, on va trouver tout ce qui est corset, toutes les attelles différentes sortes. Et puis, les prothèses, ça, c'est ce que le public connaît le mieux, à savoir tout ce qui remplace un membre amputé. Nous sommes une profession de santé, donc au même titre que les podorthésistes, que les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens. Et donc, notre métier notre formation est 3 ans, donc après un baccalauréat en général scientifique. Voilà, mon parcours, c'est 32 ans précisément au service des patients en situation de handicap. Et puis depuis 8 ans maintenant, je dirige donc un réseau de 67 centres d'orthopédie où il y a plus de 250 orthoprothésistes qui conçoivent, fabriquent et délivrent des appareillages, des dispositifs médicaux sur mesure. La particularité de nos orthèses, c'est d'être remboursées complètement par la sécurité sociale, après évidemment une demande d'accord préalable, et elles sont faites complètement sur mesure. Avant de rentrer dans les produits, dans les différentes orthèses que vous proposez, est-ce qu'on peut décrire l'arthrose et puis de quel type d'arthrose nous touche en partie quand on vieillit? Ben, l'arthrose, c'est déjà une maladie chronique, c'est-à-dire que c'est une maladie qui persiste dans le temps. C'est une maladie qui se traduit par une altération du cartilage articulaire et donc elle occasionne un certain nombre de douleurs. C'est d'ailleurs ce qui souvent motive la consultation, des raideurs et petit à petit une perte fonctionnelle. L'arthrose, ça touche, hélas, de façon privilégiée les femmes, notamment après la ménopause. Si on parle juste de l'arthrose du genou, c'est plus de 5 millions de Français qui sont atteints par l'arthrose du genou, qu'on appelle également gonarthrose. C'est la deuxième cause d'invalidité motrice, donc c'est dire quand même l'impact pour la société. Et c'est 2 patients sur 3 qui souffrent de façon bilatérale, c'est-à-dire des deux côtés de l'arthrose. On en connaît l'origine. Alors, on connaît, il y a évidemment des sources. Alors, il y a 2 types d'arthrose, ce qu'on appelle rapidement l'arthrose primaire. Là, ce sont des arthroses dites idiopathiques, on n'en connaît pas l'origine, mais les arthroses secondaires sont souvent liées à des problèmes infectieux, des lésions, voire des troubles métaboliques. On sait aussi que dans les critères de risque, on va retrouver les surcharges pondérales, on va trouver des aspects quand même génétiques, hein, c'est peut-être la raison pour laquelle ça touche de façon privilégiée les femmes, et l'on va également observer que certaines professions sont plus sujettes à l'arthrose, notamment les professions qui sollicitent les articulations. On peut penser aux carreleurs, aux maçons, etc. Quand par exemple, dans ces circonstances-là, en fait, les deux phénomènes sont liés, c'est l'arthrose qui est déclenchée par des gestes répétitifs et qui mobilisent les articulations, ou ces deux phénomènes oui, je veux dire, parallèles? Alors, en tout cas, il peut y avoir différentes conjonctions de phénomènes qui amènent cette arthrose, mais il est certain que la répétition de la mise en pression des articulations dégrade leur cartilage articulaire et génère effectivement ces troubles-là.
Donc ça se traduit, vous m'avez posé la question sur Ouais, quel étage on observe déjà. l'arthrose. Eh bien, si on prend l'ensemble du corps humain, on va trouver l'arthrose cervicale. Donc on voit bien qu'on a une certaine raideur du cou, ça peut occasionner des névralgies. Donc là, ça se traite assez souvent, au-delà du traitement médicamenteux assez conventionnel, hein, d'anti-inflammatoires, d'antalgiques, etc. On va pouvoir positionner un collier cervical qui, par exemple, va soulager, en tout cas, ces douleurs. Si on descend sur la partie rachidienne, donc toute la colonne vertébrale, eh bien là, encore les traitements assez classiques, on va les retrouver, mais nous, on apporte des solutions avec des corsets complètement réalisés sur mesure, qui vont avoir tendance à distracter, en tout cas, les vertèbres entre elles. Sur les membres supérieurs, ça se traduit surtout au niveau des mains et plus particulièrement au niveau du pouce, de la colonne du pouce, où là on a ce qu'on appelle les rhizarthroses, là qu'on traite également avec un système d'appel. Et puis après, et c'est la première cause, enfin en tout cas de traitement de l'arthrose, c'est la gonarthrose, donc l'arthrose située au niveau du genou. Les orthèses, la limite en fait de l'efficacité des orthèses. Bah, la limite de l'efficacité, elle est déjà liée à la qualité de l'observant. C'est-à-dire que une orthèse, bah, c'est quand même un dispositif qui peut être contraignant. Donc, à nous de les rendre les plus confortables possibles, que la mise en œuvre et la mise en place soit facile. Quand on a répondu à ces deux questions, j'allais dire, on a une bonne observance et en général, leur thèse, elle est d'autant mieux supportée qu'elle apporte très rapidement un confort de vie au sens où on limite les douleurs. En revanche, leur thèse, elle ne traite rien, mais elle aide beaucoup sur le plan de l'acceptation des douleurs parce que justement, elle est vraiment de façon très significative, elle atténue ces douleurs-là. On l'a mesuré à travers une étude clinique qu'on a menée à partir de 120 patients, c'est une étude qu'on appelle ergonomie, et qui a fait l'objet de publications et qui a démontré l'intérêt de porter une orthèse, toujours en complément néanmoins d'un traitement médicamenteux, mais qui peut être du coup plus allégé, voire d'infiltration, notamment d'acide hyaluronique, comme les rhumatologues le proposent assez fréquemment. Il faut porter l'orthèse tous les jours, jour et nuit, pour soulager. Et dès qu'on enlève, la douleur revient ou ça estompe un peu la douleur. Alors, le port des orthèses, si l'on parle par exemple d'orthèses cervicales ou d'orthèses de tronc, ou des orthèses de main par exemple, oui, on peut le porter la nuit et le jour. En général, on limite le port la nuit aux orthèses de main. Les autres orthèses, on préfère qu'elles soient portées le jour, tout simplement parce que c'est là où il y a les plus de sollicitations. Après, l'orthèse, encore une fois, elle ne traite pas le problème, elle le gère, si je peux le dire comme ça. En tout cas, elle gère la douleur. Donc, le port de l'orthèse permet de limiter, voire de ne pas souffrir du tout. Euh, En revanche, dès qu'on l'enlève, quelques heures après, ces douleurs réapparaissent. L'intérêt aussi de l'orthèse, c'est que ça peut permettre, et c'est quand même assez conseillé dans le cas des arthroses, c'est que l'on puisse refaire une activité physique. Là, le rôle du kinésithérapeute peut y aider, bien sûr, mais une activité physique de type marche, piscine, etc., c'est super. Et donc là, l'orthèse, notamment pour la marche, peut aider à reprendre cette activité physique dans la mesure où elle limite la douleur. Tout à l'heure, vous avez insisté sur le côté, enfin, vous avez parlé du côté sur mesure, en fait. On voit des orthèses classiques standards, des fois en pharmacie. Vous, en fait, c'est le côté sur mesure qui est important. En fait, le sur-mesure, d'abord parce que c'est notre métier, mais Ouais. au-delà que ce soit notre métier, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la qualité d'une orthèse, elle se juge à son adaptation, qui elle-même est la condition d'une bonne observance. Donc, une orthèse, quelle qu'elle soit, si elle est mal réalisée, qu'elle soit de série ou sur mesure, si elle est mal adaptée, elle sera probablement douloureuse elle-même, et donc elle n'apportera pas du tout ce pourquoi elle est faite. Et donc,
Nous, on est très attachés à cela. On a aussi dans notre périmètre de temps en temps recours à des orthèses de série. On les condamne pas du tout. Simplement, on s'assure toujours qu'elles soient bien adaptées, que le patient ait compris ou la personne ait bien compris comment on met l'orthèse, parce que là aussi, il faut la mettre de façon convenable. Si on est sur une artère de genou, il faut encore que les articulations soient positionnées au bon endroit. Donc tous ces conseils-là, ils sont absolument essentiels et parfois une toute petite adaptation fait que ça change la vie des personnes et que l'observance de ce fait est très largement améliorée. Comment se passe le parcours pour une personne pour avoir une orthèse, en fait? Mais cette Alors, réalité jusque... une orthèse de série, elle va être assez fréquemment prescrite par un médecin traitant, un rhumato, puisque c'est souvent les rhumatologues qui sont recours un peu de ces patients. S'agissant des orthèses que nous proposons, ce sont des orthèses qui sont souvent moins connues, voire pas connues des médecins généralistes, parce que dans leur parcours de formation, ils ont peu accès à cela. Quand un patient vraiment a besoin d'une orthèse, le rhumatologue, le médecin de rééducation, le chirurgien orthopédiste éventuellement qui l'aura consulté peut lui prescrire ce type de d'orthèse. Ça fait l'objet donc ce que je vous évoquais tout à l'heure sur un plan économique d'une demande de prise en charge, moyennant quoi le patient n'a aucun frais à supporter puisque nous nous faisons payer directement et à 100% par son assurance, donc sa caisse d'assurance maladie typiquement. L'autre point qu'on voulait aborder, quand je voulais aborder, c'était les EHPAD. Comment est-ce Oui. qu'on peut rentrer en compte pour les résidents des EHPAD? Alors dans les EHPAD, on voit qu'aujourd'hui, je parle pas de tout ce qu'on entend autour des EHPAD aujourd'hui, mais indépendamment de tout, on a des équipes médicales qui sont, ou tout simplement les équipes, quelles qu'elles soient, sont souvent assez désarmées devant le mal positionnement des personnes âgées. Et ça, c'est vraiment un fléau parce que on va retrouver des personnes âgées qui vont petit à petit se recroqueviller. Ça veut dire quoi concrètement? Sur un plan orthopédique, chacun peut comprendre que ça va créer évidemment des problématiques, mais ça crée pas que des problèmes sur un plan orthopédique, ça peut créer des problèmes de déglutition, c'est-à-dire que petit à petit, ces personnes-là perdent l'appétit. Ça peut créer aussi des désordres visuels, puisque la personne, par exemple, avec une arthrose cervicale, ou en tout cas, quelle que soit la problématique, va finir par petit à petit s'abaisser et son champ visuel, il sera plus du tout celui ouvert vers le monde, mais au contraire, son champ visuel sera porté sur le sol. Donc petit à petit, on se désocialise aussi, désociabilise, pardon. Et donc, on a vraiment ce type de phénomène. Alors, en général, dans les EHPAD, le personnel essaie d'être prévenant avec des coussins, des choses comme ça. Nous, on intervient souvent assez tardivement, malheureusement, parce qu'on ne connaît pas beaucoup, encore une fois, notre métier et ce que l'on peut apporter. Et l'objectif pour nous, c'est de remettre la personne dans la meilleure position, c'est-à-dire la position qui lui permet de retrouver à la fois une forme d'autonomie. Donc, ça veut dire qu'on corrige pas, on ne cherche pas à tout corriger. On cherche à rendre confortable la position dans laquelle on va mettre la personne. Et surtout, cette position doit lui permettre à la fois de retrouver une vision du monde plus conforme, de lutter évidemment contre les déformations, en tout cas les limiter dans le temps, parce que si on n'intervient pas, évidemment, ces déformations continuent et ça devient extraordinairement douloureux. C'est vraiment des dispositifs de prévention qui sont en général bien tolérés quand elles sont bien réalisées. Et en termes de prévention, c'est franchement très intéressant pour le patient et, si j'osais dire, économiquement pour la société, ce serait vraiment un plus parce que ça évite tout un tas de traitements médicamenteux, de chirurgie inutile. Encore une fois, c'est pas que les chirurgiens sont inutiles, c'est que quand on les laisse dériver, ces seniors
sont vraiment rencontrent de grandes difficultés et l'environnement, que ce soit familial ou médical, se trouve assez souvent dépourvu. Tout à l'heure, vous disiez que les médecins connaissaient pas forcément votre métier, en fait, notamment le côté sur-mesure. Qu'en est-il des EHPAD? Alors là, d'abord dans les EHPAD, malheureusement, on se retrouve là aussi confronté à un manque de personnel tout court, et notamment, on sait très bien que les médecins généralistes sont très très sollicités. Euh, Ils connaissent pas bien l'arsenal qu'on peut leur proposer. Souvent aussi, on en a une vision assez, j'allais dire assez catastrophique. C'est-à-dire, en tout cas, on pense toujours qu'on va être extrêmement contraignant. Ça peut être vrai, mais on fait vraiment aujourd'hui beaucoup plus attention à faire des dispositifs sur mesure qui soient quand je dis bien adapté, ça veut dire bien adapté au projet de vie du patient et tout simplement au fait on se doit vraiment respecter certaines règles de base. Et puis après, dans les EHPAD, les médecins sont souvent seuls avec quelques ergothérapeutes quand elles existent, qui essaient de se bagarrer au mieux. Et le recours aux médecins spécialistes, alors là, même s'il y a un peu de téléconsultation, aujourd'hui, il est extrêmement faible, ce qui fait que ce type de prise en charge est assez limité. Nous, on essaie d'apporter des solutions, mais les orthopédistes, on est 1 millier en France, c'est-à-dire assez peu globalement. Donc, on couvre bien le territoire, mais on n'est pas suffisamment nombreux pour arpenter tous les EHPAD et faire savoir un peu ce qu'on peut apporter à nos seniors. Dans le meilleur des cas, dans un EHPAD, le parcours, en fait, se passe comment? C'est le personnel de l'EHPAD qui découvre, qui connaît votre métier et qui fait appel à vous. Comment ça se passe, on fait les parcours? Alors, d'une manière très générale, en EHPAD, quand il y a un ergothérapeute, l'ergothérapeute, encore une fois, c'est notre cousin hein, en termes de rééducation. Donc, l'ergothérapeute, lui, déjà a une vision de l'appareillage, en tout cas de l'adaptation. C'est un professionnel qui, justement, a déjà cette notion d'adapter l'environnement au patient. Et donc, l'ergothérapeute nous connaît assez souvent. Et très vite, on devient un binôme assez intéressant, évidemment, avec l'équipe de soignants, à commencer par les aides-soignantes, les infirmières, qui doivent s'approprier aussi les orthèses de positionnement, parce que souvent, il y a beaucoup de questions. Est-ce que ça va être facile à mettre? Ah Elle oui, bien manque de sûr. temps, donc il faut que ça aille vite. Hein, il faut que ça aille vite. Il faut pas enfin, elles sont pas très nombreuses, donc il faut Oui, pas que nos disons qu'il ne faut pas que ça ralentisse encore le travail, c'est ça. bah oui, or nous on est plutôt des ralentisseurs parce que en tout cas dans un premier temps parce que positionner correctement même dans nos dispositifs, ça nécessite qu'on fasse très attention à la manière dont on va positionner la personne dans nos attelles de positionnement qui sont souvent en mousse hein, qui sont vraiment en mousse de polyuréthane. Néanmoins, une fois que la personne est bien positionnée, il y a beaucoup de gains de temps puisque du coup, on n'est pas obligé de régulièrement les repositionner et surtout, typiquement pour les repas, en général, on a des personnes qui mangent beaucoup mieux, qui n'ont plus les troubles de déglutition que j'évoquais tout à l'heure, ou en tout cas beaucoup moins. Et donc, quand on a quand ce personnel a compris l'intérêt qu'il y avait, pas pour tous les patients, bien entendu, mais pour un certain nombre de patients, d'être équipés de ce type de dispositif, en général, ils nous font assez vite confiance et on intervient de façon très régulière dans les EHPAD qui ont débuté justement une démarche envers cet appareillage-là, ce type d'appareillage. Le côté réalisation sur mesure, c'est vous qui vous déplacez dans les EHPAD. Comment ça se passe? Alors oui, on se déplace dans les EHPAD, on travaille avec l'environnement médical, c'est important. Nous, on ne travaille que sur prescription médicale, donc on va évidemment évoquer le projet avec le patient, souvent avec son entourage familial, hein, quand on peut, on souhaite, pour décrire un peu les limites de nos appareillages, mais surtout ce que on doit pouvoir en attendre. On en discute avec l'ergothérapeute. On fait
déjà, avant de faire une capture d'empreinte, eh bien, en général, on commence à repositionner la personne dans la situation où on pense qu'elle devrait être mieux, de façon à ce que on ait un retour, quand cela est possible, de la personne qui nous dit, ah bah oui, je me sens plus confortable, je me sens, voilà. Donc ça, c'est vraiment un échange. Donc c'est vraiment du temps à passer avec la personne, au moins en première intention. Ensuite, on réalise donc une empreinte. Alors avant, on les faisait par bande plâtrée. Aujourd'hui, on les fait par des systèmes de scanner. Donc c'est C'est pas ça. du tout douloureux. Ça va relativement vite, même si la préparation est assez longue. Et ensuite, ces empreintes, en fait, elles vont être retravaillées on a un système de logiciels qui recrée des formes en 3 dimensions et qui nous permettent ensuite de réaliser sur ces formes-là, qui sont juste la duplication du corps de la personne, et bien de réaliser l'orthèse en question complètement sur mesure. On revient ensuite secondairement pour faire tous les essais. Là, on réadapte dans le l'éco dans le système en milieu écologique du patient, pour qu'il se rende compte de ce que ça pourrait ce que ça va lui apporter. Évidemment, là aussi, il y a un retour d'expérience patient qui nous dit, bah là, ça me gêne un peu. Donc, à nous de faire très attention pour modifier ce qu'il y a lieu de modifier, de faire aussi comprendre au patient qu'il y a des contraintes qui lui permettront de vivre mieux. Une fois qu'on a fait ça, on procède aux étapes de finition pour rendre les choses assez jolies ou en tout cas assez discrètes quand il s'agit de nos seniors, puisque il s'agit pas non plus de les invalider au sens du regard extérieur. Et donc, on met en place. Et puis après, il y a la phase de suivi qui doit s'opérer pour voir comment la personne évolue. Et il n'est pas rare, voire il est même assez fréquent que nous réintervenions pour réaménager, soit parce qu'il y a un inconfort, soit tout simplement parce que la personne réagit positivement à notre installation et ça nous permet justement d'améliorer progressivement sa qualité de vie. Super. Une conclusion à l'émission. Alors la conclusion, bah écoutez, je crois qu'on gagnerait beaucoup à être connu en tant qu'orthoprothésiste, hein. Mm. Non pas parce que ça touche évidemment une petite partie de la population, mais sincèrement, nous, on est très attachés au projet de vie des patients, à leur autonomie, puisque c'est le fondement de nos métiers. Il n'est pas question d'appareiller tout le monde avec des appareillages sur mesure, mais clairement, ce serait très important que la population ait conscience de ce qu'on est capable de proposer parce que souvent, on est dans un appareillage de réparation, alors que nous, on a des dispositifs, notamment pour les personnes âgées, de prévention. Et je crois que c'est peut-être ça le plus important. C'est probablement là où nous et la santé en France en général avons à progresser. C'est vraiment sur ce schéma préventif. Je vais participer dans un mois à une conférence dont l'intitulé c'est le plan anti-chute pour les personnes Ouais, super. âgées. Mm. Et Ouais. ben très clairement, on a été raccroché un peu par hasard parce qu'ils se sont rendus compte que on avait un rôle à jouer. Tout à l'heure, j'ai parlé des personnes amputées et je voudrais pas trop prolonger la discussion, mais les personnes amputées, par exemple, bah, quand on va prendre sa toilette, aller sur une jambe, même si on est très en forme, pour aller se baigner, c'est compliqué. Aller sur une jambe et une prothèse pour prendre son bain, c'est infiniment plus facile et surtout, ça évite toutes les chutes qui, à un certain âge, on connaît Ça, les effets conséquence. délétères. Donc, voilà. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas d'appareiller tout le monde, mais je crois qu'il y a vraiment des solutions qui sont très intéressantes. Et en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup de nous avoir permis de mettre la lumière sur pas seulement un métier, mais sur les solutions qu'on est en capacité d'apporter. Super. Merci Philippe Isa. Je rappelle que vous êtes orthoprothésiste et directeur du réseau France de Protéor. Merci beaucoup. Merci à vous.